Chers étudiants, chères étudiantes, j'ai le plaisir de reprendre avec vous la suite du cours sur le module physique des semi-conducteurs, semestre S2, dans le cadre du master Pénomère. Donc ce cours est intitulé Propriétés fondamentales des semi-conducteurs et nous allons reprendre le chapitre 1 pour faire profiter les étudiants qui étaient absents la dernière séance et la séance d'avant. Donc, ce cours intitulé Propriétés fondamentales des semi-conducteurs et nous allons décrire dans ce cours comment traiter les états électroniques et les états d'impureté dans le semi-conducteur, les propriétés optiques et les effets d'une perturbation extérieure, à savoir un champ électrique ou bien un champ magnétique, et également, pour les semi-conducteurs polaires qui nous intéressent particulièrement, les effets défendants sur les états électroniques, et par la suite calculer les différentes transitions optiques qu'on peut rencontrer. Donc, comment écrire correctement les fonctions dans ce semi-conducteur pour éventuellement des applications d'interprétation. Donc, on va commencer par, dans ce premier chapitre, par l'approximation de la masse effective, donc qu'on appelle aussi méthode Capet. Donc, on va voir pourquoi on parle de méthode Capet dans cette appellation. Donc, si on revient à la première hypothèse, à savoir l'approximation à un seul électron qui consiste à traiter le mouvement de chacun des électrons dont le potentiel des ions et l'énergie d'interaction moyenne des autres électrons, on peut écrire l'équation de Schrödinger pour une bande d'énergie nue, dont les solutions sont les énergies E nues, les énergies propres, et nous avons l'équation de Schrödinger H0, c'est l'hamiltonien du semi-conducteur, la fonction d'onde qui va décrire l'état électronique dans la bande nue, en fonction de R égale à U nu de K fois la fonction d'onde. Donc H0, c'est l'énergie cinétique de l'électron, M0, c'est la masse d'électrons dans le vide, et V de R, c'est le potentiel périodique du cristal. Alors une première application pour avancer dans la résolution de cette équation de Schrödinger, c'est d'utiliser le théorème de Bloch qui nous dit, vu que le potentiel du cristal est un potentiel périodique, on peut écrire la fonction propre psi nu du K de R sous la forme d'une partie périodique qui a la même périodicité que le potentiel du cristal fois une onde plane. Donc ça, c'est le théorème de Bloch avec N, 1 sur racine de N. N, c'est le nombre de cellules primitives du cristal et V égale NV0, le volume du cristal. Alors, si on applique l'opérateur P carré, donc une première application de P à la fonction d'onde qui est le produit d'une fonction périodique fois une onde plane, on va obtenir h bar k psi, la fonction propre, psi, exponentielle IKR, donc c'est un produit, exponentielle IKR, P appliqué à la partie périodique. Si on applique deux fois l'opérateur impulsion, P au carré, on obtient cette formule qui est dans les ceci. Donc si on reporte ces développements ici à l'équation de Schrödinger, on obtient une nouvelle équation de Schrödinger qui contient uniquement la partie périodique ici de la fonction de Bloch. Donc ici, c'est l'hamiltonien principal qu'on avait auparavant, plus h bar k p sur m0, appliqué à la fonction périodique, égale à U nu moins h bar carré kd sur 2m0. Donc on obtient une nouvelle équation de Schrödinger, et on voit que cette nouvelle équation, qu'on peut traiter éventuellement le terme Kp comme une perturbation par rapport à l'hamiltonien principal. Donc lorsqu'on s'intéresse à des valeurs de K proches de K égale 0, nous voyons bien que le terme h bar Kp peut être considéré comme une perturbation. C'est la raison pour laquelle cette méthode porte le nom de méthode Kp. Supposons pour la commodité que les états psi mu de nu 0 sont non dégénérés, et remarquons que l'ensemble ici,
on peut supposer qu'ils forment une base orthonormée complète des fonctions périodiques. Donc là, ça, le psi nu 0, c'est la solution au point k égale 0, qui est donnée par uni 0. Et par conséquent, on peut appliquer, si on considère Kp comme une perturbation, appliquer les résultats de la théorie des perturbations stationnaires et on obtient ces formules-là. Donc pour l'énergie perturbée au second ordre, ici vous avez l'énergie non perturbée, plus une correction au premier ordre, psi nu 0 Kp, donc la valeur moyenne de Kp dans l'état psi nu 0, plus une sommation sur les différents états nu prime, différentes bandes nu prime, différentes de nu de ce terme-là. La même chose pour la fonction propre, donc perturbée au premier ordre, on obtient ce développement-là, qui est un peu compliqué à évaluer si on veut sommer sur tous, par exemple, si on considère l'état fondamental, il faut sommer sur tous les états excités. Alors, dans le cas des cristaux avec un centre de symétrie, on peut choisir l'origine telle que V de moins R égale V de R, et donc une relation très importante qu'on va évaluer par la suite pour avec la valeur moyenne de l'impulsion P entre deux états nu une et prime, sous la forme suivante, et nous avons cette jolie expression qui nous donne les énergies développées au second ordre. Donc en général, la correction au premier ordre pour les cristaux avec un centre de symétrie sont nuls, et on obtient uniquement une correction au second ordre. Ça, c'est la valeur de l'énergie, et on fait apparaître ici un tenseur qui représente la masse effective, qui est donnée par cette formule. Donc la masse effective, il est donné par une sommation sur tous les états nu prime différents de nu, ces opérateurs-là, la valeur moyenne d'impulsion entre différents états, et E nu 0 moins E nu prime 0. Donc ça dépend de l'écart des énergies entre états considérés et les autres états. Par exemple, si j'ai un semi-conducteur à faible gap, ici, le dénominateur ici peut être proche de 0, et cette correction peut être très importante. Donc ici, par exemple, il faut évaluer la valeur moyenne de P dans les états nu et nu prime, et les appliquer pour différents semi-conducteurs. Donc la masse effective, elle est étroitement liée à la structure de bande du semi-conducteur considéré. Alors cette formule-là aussi peut être écrite d'une autre manière, en faisant apparaître des tenseurs. Donc ici, l'énergie unie de K, c'est la somme sur IJ, DIJ, KI fois KJ, avec DIJ, c'est un tenseur ici. Vous voyez les éléments de PI entre nu et nu prime, et la même chose PJ entre nu prime et nu, U nu 0 moins U nu prime 0. Donc ça, c'est le tenseur qui va représenter quelque chose comme l'inverse de la masse effective. Alors, une condition ici d'application de ces approximations-là, donc ça reste une approximation, parce que nous avons supposé que le terme Kp, il est négligeable devant l'hamiltonien principal. Donc si je reviens à faire un développement perturbatif fonction du paramètre lambda, h bar delta K, P nu nu prime sur M0, delta U nu nu prime, c'est ça le delta U nu prime. Le P nu nu prime, c'est la valeur moyenne de P dans les états nu et nu prime. Donc si je suppose que lambda est négligeable devant 1, on obtient un P nu nu prime, d'accord? Ici qui est donné par ceci de l'ordre de H bar K. K c'est de l'ordre de 2pi sur A, le paramètre cristallin. Et delta U nu c'est de l'ordre de H bar carré K2 sur 2M0. Donc on remplace de nouveau K par 2pi sur A. Et on obtient un lambda de l'ordre de A sur pi delta de K. Donc si lambda est négligeable devant 1, ça implique un delta de K qui est très négligeable devant pi sur A. C'est-à-dire un K qui est proche de l'extrémum K égale 0. Donc en conclusion, pour pouvoir appliquer ce formalisme-là, il faut s'intéresser au centre de la zone du brillant pour K proche de K égale 0. Alors il y a de très beaux articles qui ont été cités dans la littérature ici pendant plusieurs années. Donc je retiendrai surtout l'article de Kahn, ce qui est un article pédagogique qui a été repris à plusieurs reprises, qui a été parmi les citations, les articles les plus cités en physique du solide, Journal of Physics and Chemistry of Solid, volume 1, 249-57, en 1957, qui traite une perturbation sur le niveau quasi dégénéré, qui est formée par la bande de conduction plus la bande de valence. Donc ça, c'est valable éventuellement pour les semi-conducteurs de faible gap, comme l'INSB. Donc on va revenir un petit peu pour décrire
sur les semi-conducteurs à faible gap. Ici, donner une ordre de grandeur, comment classer les semi-conducteurs covalents, binaires, ioniques, faible gap, large gap, etc. Donc, si je prends, par exemple, deux applications de ce formalisme qu'on vient de traiter, comment appliquer ces formules. Donc, je vous invite à réfléchir un petit peu et reprendre les calculs en détail pour les appliquer dans les cas limites pour un modèle à 2 bandes et un modèle à 3 bandes. Par exemple, pour le GAS, on va prendre un modèle à 3 bandes. Bande de conduction, c'est une bande symétrique S, et une bande de valence qui est 3 fois dégénérée, trou lourd, trou léger, bande spin-orbite. Donc l'écart ici entre le sommet de la bande de valence et le minimum de la bande de conduction, c'est ce qu'on appelle l'énergie de gap. C'est un paramètre très important pour caractériser les semi-conducteurs. Également, lorsqu'il y a un éclatement au niveau de la bande de valence, il y a l'écart spin-orbite entre ces deux bandes. Donc il faut tenir compte dans les calculs, et je vous recommande de reprendre, c'est très important, de reprendre ces calculs-là, comment appliquer ces formules-là pour ces situations-là de modèle à 3 bandes, d'accord? Et on en profite aussi pour calculer le facteur de Landé, d'accord? Le facteur de Landé, si on écrit l'énergie E de K sous la forme H bar carré sur 2 fois la masse effective, plus 1 demi G0 mu B, B0 fois sigma. Donc il y a un facteur de Landé ici qui tient compte du spin. Donc c'est une nouvelle relation qui tient du spin. Sigma, c'est la matrice de Pauli. On obtient aussi une formule similaire pour le facteur de Landé. Donc, si on fait les détails de calcul, par exemple, pour l'électron de la bande de conduction, avec P au carré, c'est 2 epsilon 0, P de X, entre les états S et X, module au carré, on obtient cette formule-là, très connue dans la littérature, qu'on appelle la formule de Roth. Cette formule de Roth, il vous donne la masse effective d'un électron à l'intérieur d'un semi-conducteur en fonction de la masse d'électrons dans le vide, en fonction des caractéristiques des bandes, à savoir le gap, l'énergie du gap, l'écart spin-orbite, et l'élément P, donc qui relie les différentes bandes. La même chose pour G0. Et on peut aussi, à partir de ces formules de Roth, obtenir une nouvelle formule de G0 uniquement en fonction de la masse effective et du gap et du delta spin orbite. Et ici, une application qui a fait beaucoup de bruit dans la littérature nous donne, par exemple pour INSB, une masse effective, c'est un faible gap qui est très très faible, de l'ordre de 0,013 M0, qu'on peut obtenir par des mesures de résonance cyclotronique, un gap de 0,235 électronvolts, donc c'est un gap très très faible, delta 0,30 électronvolts, on obtient un G0 moins 50. Donc ça n'a rien à voir avec le fameux G0 que vous connaissez en physique atomique. Ici, vous avez un G0 qui est très grand. D'accord? C'est un G0. Et si vous voulez revenir un petit peu sur ces semi-conducteurs à faible gap ou bien les semi-conducteurs semi-magnétiques, vous avez dans YouTube, vous pouvez revenir à YouTube et vous pouvez écrire professeur Fert, c'est un physicien français qui a obtenu récemment le prix Nobel sur la magnétorésistance géante. Donc vous avez une vidéo sur sa conférence sur ce fameux magnétorésistance géante. Donc voilà une application. Donc je reprends ici un petit peu ce qu'on vient de voir. Donc si vous écrivez l'approximation de Bloch, l'électron soumis à un potentiel ici périodique, vous avez cette équation de Schrödinger. La fonction d'onde peut écrire comme une onde plane multipliée par une parité périodique, une nouvelle équation de Schrödinger avec le terme Kp comme une perturbation sur l'hamiltonien principal, et vous avez les énergies qui sont données par ceci, ce qu'on appelle la méthode Kp, qui vous donne les énergies et les fonctions d'onde. Application pour le modèle à une bande, on obtient cette équation ici pour l'énergie, pour ce terme-là. L'hamiltonien à 2 bandes, il faut diagonaliser la matrice. Donc, je ne sais pas si vous pouvez trouver dans la littérature un très joli polycopié très petit qu'on appelle fonction d'onde dans le semi-conducteur. D'accord? Que j'avais mais que j'ai perdu.
Donc, c'est très intéressant pour prendre ces calculs-là. Et on obtient, donc, ces jolies équations pour, par exemple, la bande de conduction. C'est le gap plus h bar carré sur 2m étoile C. Donc, la masse effective pour le modèle à deux bandes. Donc, je répète, le modèle à deux bandes, c'est uniquement une bande de conduction et une bande de valence. Et ça, c'est ce qu'on obtient ici. C'est la masse effective de la bande de conduction. En fonction de la masse d'électrons dans le vide, des paramètres P qu'on vient de définir, H bar sur M0, UV, P fois UC, d'accord? Et le gap. Donc, si par exemple j'applique cette formule-là, il ne marche pas très bien pour GAS, parce que c'est un modèle à 3 bandes, mais c'est pas très mauvais. On obtient ici, pour GAS, un gap de 1,51 électronvolts, une masse effective de 0,067 M0, l'énergie d'interaction EP, c'est l'énergie qui correspond à ce petit P, d'accord, qui est donné par cette formule ici. Et on peut tracer éventuellement la masse effective sur M0, c'est une grandeur sans dimension, en fonction du gap, et vous voyez qu'on obtient à peu près, ça respecte cette équation-là, on obtient presque une droite. Donc, quand je regarde ces semi-conducteurs-là, vous avez ici, vers les basses énergies, ce qu'on appelle les semi-conducteurs à faible gap, l'INSB, l'antimoine, l'indium, l'arsenic d'indium, il y a GASB, ça c'est des semi-conducteurs à faible gap. Vous avez au milieu le CDTE, CDSE, l'INP, les GAS. Donc ça c'est des semi-conducteurs qui sont très intéressants pour le photovoltaïque parce qu'ils ont un gap qui est intéressant et qui permet d'absorber le maximum de la radiation solaire. Et ici vous avez des semi-conducteurs à large gap comme le ZNSE. Donc cette formule-là, malgré les approximations, il reste correct. Alors, la même chose pour le modèle à 3 bandes qu'on a vu précédemment. Donc, rappelez-vous ce que nous avons dit ici sur cette formule-là, en fonction de P, d'accord? Vous avez ici cette formule-là qui vous donne la masse effective pour un modèle à 3 bandes. La bande de conduction, donc c'est une bande de type S, d'accord? Ça, c'est la fonction d'onde de cette bande-là. Ça, c'est heavy hole. Heavy hole, en anglais, ça veut dire trou léger. Light hole, trou lourd, pardon, heavy hole, trou lourd, light hole, trou léger. Donc vous avez ici l'éclatement spin-orbite, et ici vous avez une bande trou lourd, trou léger, une bande spin-orbite, d'accord, qui est de type P, et tout de P-like state, LH, donc c'est des états de type P, et la même chose ici pour la bande spin-orbite. Donc cette formule-là, je vous invite à essayer de la retrouver et de l'appliquer pour les différents semi-conducteurs et de la comparer aussi. C'est une étude très importante par rapport à cette formule-là à deux bandes. Donc est-ce qu'on va retrouver cette formule-là si on pose dans cette équation delta égale 0? Donc ça c'est une question que je vous pose et sur laquelle il faut réfléchir. Alors maintenant, donc là on a parlé des semi-conducteurs purs, il n'y a pas d'impureté, et qui existent uniquement dans les livres. Donc les semi-conducteurs purs que vous étudiez en physique du solide, c'est des semi-conducteurs qui existent uniquement dans le livre. Il y a toujours des imperfections qui sont dues à la croissance cristalline. Il y a aussi des impuretés qui sont peut-être pas beaucoup, mais qui jouent un rôle très important dans les propriétés optoélectroniques de ces matériaux. Donc, on parle de semi-conducteurs dopés. Donc, vous avez deux types de dopage. Semi-conducteur, des fois, comme je viens de vous dire, malgré le fait qu'on ne veut pas faire de dopage, il y a des impuretés. Il n'y a pas de semi-conducteur pur 100%. Donc, là, c'est des semi-conducteurs qu'on dope, c'est-à-dire que c'est intentionnellement dopé. Ceux dans lesquels on trouve des impuretés sans qu'il y ait de dopage, on dit non intentionnellement dopé. On ne veut pas d'impuretés, mais ils sont là, il faut en tenir compte. Donc le dopage de type N, c'est le fait de remplacer, par exemple dans le silicium, c'est un covalent, c'est la colonne 4, on va remplacer le phosphore qui est un élément de la colonne 5. Donc la colonne 5, ça veut dire qu'il a 5 électrons. 1, 2, 3, 4, 5. Le silicium, il en a 4. Donc il va mettre les 4 électrons mis en commun
d'électrons, il va rester un électron qui est libre, qui va être donné au système. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle un électron donneur, ou bien un électron lié au donneur. Cet électron-là, il va être relié avec l'ion du phosphore par une énergie électrostatique, mais qui peut s'éloigner. Donc, ça dépend ici de cette énergie de liaison entre l'électron et l'ion, mais qui peut devenir très important. Et le rayon peut devenir très très grand, ce qu'on appelle des impuretés peu profondes. L'énergie de liaison est très faible. Donc, il peut s'ioniser facilement, il peut être donné au semi-conducteur. Donc, lorsqu'on fait un dopage de type N, il va apparaître dans le gap. Rappelez-vous ce que nous avons dit dans le gap. Le gap ici, vous n'avez pas des états liés dans le gap. C'est des états, il n'y a pas d'énergie. L'équation de Schrödinger n'admet pas de solution pour les énergies qui sont comprises dans le gap. Lorsqu'on tient compte du dopage, il va apparaître dans le gap des états liés qui sont présents dans le gap. Donc, comparé au silicium, le phosphore possède un électron de valence de plus et l'énergie d'ionisation, c'est EC-ED. Donc, l'énergie dans le gap, c'est ED, qui est négligeable devant EG. On parle d'impureté peu profonde, ou bien en anglais, on dit shallow. Shallow impurity. L'énergie, elle est très négligeable. Donc, je vais essayer de vous montrer ceci. Les accepteurs, c'est similaire. Si je fais maintenant la colonne 3, le bord, donc il va apparaître ici, il y a un manque d'électrons. Cet électron, il va le prêter à l'atome voisine. Donc, il y aura un déplacement de trous. Ils n'ont pas d'électrons. Donc, ici, l'énergie d'ionation, c'est EA moins EV, qui est négligeable devant EG, mais qui est nécessaire pour un électron de la bande de valence. Donc, ici, vous avez l'énergie entre l'état de l'impureté accepteur et la bande de valence, d'accord, qui est très faible. On parle aussi d'impureté peu profonde. Donc, voici schématisé. Donc, si je fais l'approximation mon électronique, un électron dont le potentiel moyen exercé par le reste des semi-conducteurs, impureté substitutionnelle. Donc, par exemple, ici, silicium dopé par l'arsenic. L'arsenic, il va venir sur le site du silicium. Il ne va pas sur un site ici entre les atomes. C'est un site substitutionnel. D'accord? Donc, on peut prendre soit de l'arsenic, soit du phosphore, soit de l'antimonde. Tout ça, c'est des éléments de la colonne 5. Alors, on peut modéliser, par exemple, si j'ai un électron ici qui va se déplacer, d'accord? Il va se déplacer dans le réseau, mais il va être relié avec l'ion, par une force électrostatique. C'est comme l'atome d'hydrogène. Donc, on peut modéliser ceci comme l'atome d'hydrogène. Il y a une faible force ici entre les deux, d'accord? C'est le modèle ici, c'est-à-dire qu'il va se déplacer très très loin. Donc, le potentiel ici, qui va être ressenti par l'électron, c'est moins E2 sur epsilon du semi-conducteur fois R. E2, c'est Q2 sur 4pi epsilon 0. Donc, si je remplace ce potentiel de l'impureté ici par le potentiel si je rajoute ce terme dans l'hamiltonien, on a le même modèle que l'atome d'hydrogène. Les solutions sont connues pour l'atome d'hydrogène. Nous avons une énergie, c'est moins le Rydberg effectif. Le Rydberg, c'est M étoile E4 sur 2 H bar carré sur epsilon infini au carré. Ils sont quantifiés sous la forme de 1 sur N au carré. Et un rayon de bord effectif, donc il y a un Rydberg effectif, un rayon de bord effectif qui est H bar carré epsilon l'infini sur M étoile E2. Donc ici, par exemple, si je fais l'application pour le silicium, la masse effective du silicium, c'est de l'ordre de 0,29 9M0. La constante d'électricité du silicium, il y en a une seule, c'est un covalent, c'est 11,4. On obtient une énergie d'ionisation de 31,303 milliélectronvolts. C'est très négligeable. C'est des milliélectronvolts, c'est 10,3 électronvolts. Et un rayon de bord effectif de 20 angstroms. Ça n'a rien à voir avec le rayon de bord de l'atome d'hydrogène 0,5 angstrom. C'est pourquoi on parle d'impureté peu profonde ou bien étendue. Ça veut dire qu'il va se déplacer sur plusieurs paramètres de réseau. Donc, si j'ai un paramètre de réseau de l'ordre de l'angstrom, ça veut dire qu'il va faire, il va s'éloigner beaucoup de l'énergie aussi est très négligeable. Ça, c'est le Rydberg effectif qui est donné par ceci. Donc, pour passer de l'atome d'hydrogène au modèle de la physique du solide, pour la masse effective, il faut remplacer d'une part la masse par la masse effective et la constante diélectrique par la constante diélectrique du semi-conducteur. Donc voilà un petit peu ce qu'il faut retenir
ici, pour cette première partie, d'accord? Et voilà ce qu'on trouve, par exemple, ici. Donc, la fois prochaine, donc ici, si on peut, donc la fois prochaine, on discutera sur la modélisation théorique plus exacte pour les impuretés dans le semi-conducteur. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bon courage pendant cette période de confinement. Donc, je salue vos efforts et la fois prochaine, je vais vous donner quelques références pour la bibliographie et on va terminer cette partie de dopage des impuretés dans le semi-conducteur. Donc, merci encore et restez chez vous.